Je t'ai pas raconté. Quoi? Ah non, mais j'ai appris un truc, là. Mélenchon, il a pas mangé un, mais 2 bébés. Mais qui t'a dit ça? Ah bah, une de mes sources. Mais qui? Ah, c'est comme ça, le journalisme. Ah bah, un mec solide, un mec que je croise tous les matins, costard cravate, 10 000 abonnés sur Twitter. Ah non, ça dépote, hein. Mais t'as croisé tes sources? Croisé qui? Bonjour et bienvenue dans le récap. Nous sommes le lundi 13 avril et depuis la garde à vue de Rima Hassan le 2 avril dernier, voilà ce qu'on a entendu sur les plateaux télé en boucle. La dernière information de la journée, c'est le placement en garde à vue de Rima Hassan, convoquée d'abord pour apologie du terrorisme. Et dans son sac, elle avait des substances diverses et variées, bref, de la drogue. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait beaucoup de drogués à la France insoumise quand même. Moi je dis que la France insoumise, elle a un gros problème avec la drogue. Mais attendez, mais elle est une folle furieuse. C'est une folle furieuse. Les filles sont même néofascistes. S'il devait y avoir un seul ennemi dans le champ politique actuel, c'est évidemment les filles, dont on a vu qu'ils étaient racistes, qu'ils étaient antisémites et qu'ils avaient une grande propension à être camés et à se droguer avec l'argent des contribuables de surcroît. Rima Hassan, si vous voulez, elle est limite, je dirais pas folle, mais quand même déraisonnable. Pour moi, c'est pas quelqu'un... C'est pas quelqu'un de raisonnable. Donc je suis pas surpris ni qu'on trouve de la drogue dans son sac, ni qu'elle soit poursuivie pour apologie du terrorisme. Ah bah on n'est pas fâché avec le bonheur hein, quand on peut taper sur Rima Hassan. Et pendant presque une semaine, ça a été comme ça, un gigantesque open bar médiatique, open bar sur les insultes, happy hour prolongé avec des cocktails de calomnie bien corsés, des tournées générales de procès d'intention offertes à chaque passage au comptoir. Et l'entrée, c'était tapis rouge, dress code inexistant, venez comme vous êtes, de toute façon, personne ne viendra gâcher la soirée avec un éventuel contradicteur. Aux platines, la police et la justice garantissent le tempo pour que personne ne décroche. Et ça a duré comme ça pendant des jours et des jours. Par contre, la musique s'est arrêtée subitement, pile poil quand la vérité s'est invitée à la fête. D'un coup, plus personne pour assumer le tapage nocturne et la débauche collective. Non. Alors, on va passer à l'autopsie de ce naufrage journalistique et un peu de contexte pour commencer. Le 31 mars, Rima Hassan reçoit une convocation de police pour le surlendemain. Nouvelle procédure pour apologie du terrorisme qui lui tombe dessus à la suite de plaintes et de signalements déposés par des associations pro-israéliennes, un député d'extrême droite et le ministre de l'Intérieur. On est quasiment sur un running gag pour l'eurodéputée insoumise, puisque c'est la 14e fois qu'elle se retrouve dans cette situation. Sauf que, changement de règle, habituellement ce sont des auditions libres, alors que cette fois-ci, elle sait, avant même d'avoir mis un pied dans le commissariat, qu'elle sera placée en garde à vue, alors même que les 13 procédures précédentes ont terminé en non-lieu et que le tweet dénoncé a déjà été supprimé. En l'occurrence, il s'agit d'un tweet du 26 mars où elle défend la légitimité de la résistance palestinienne en citant Kozo Okamoto. Et justement, c'est cette situation, ou plutôt son auteur, qui fait tout basculer, puisque ce membre du Front populaire de libération de la Palestine a commis un attentat en Israël en 72, causant la mort de 26 personnes dans un aéroport. Donc ça, c'est l'affaire initiale. On aura d'ailleurs probablement l'occasion d'en reparler, puisqu'elle sera jugée devant le tribunal correctionnel le 7 juillet prochain. Mais il y a l'affaire dans l'affaire, celle qui fait grimper la température d'un cran. Et alors là, accrochez-vous, Rima Hassan, donc parfaitement au courant qu'une garde à vue l'attend, se serait présentée aux policiers avec de la drogue dans son sac. Oui. Ah bah alors là, c'est carton plein pour ses détracteurs. Non seulement on l'a fait passer pour une toxicomane, mais en plus pour quelqu'un de complètement stupide, quand même, faut le dire. Petit détail quand même au passage, qu'on aurait pu retenir. La principale intéressée est juriste de formation, et familière du droit et des procédures policières. Ça aurait pu peut-être faire tiquer sur la solidité du scénario, mais non.
tout le monde s'engouffre dedans avec le plus grand plaisir. Sur CNews, on emballe carrément ça dans la preuve d'un sentiment d'impunité absolue, je cite, de la part de l'élue européenne qui se croirait donc au-dessus des lois. On rappelle que ce sont les mêmes qui trouvent toutes les excuses du monde à Marine Le Pen et tous ses copains quand ils volent des millions d'euros d'argent public. Voilà. Juste le préciser. Mais alors, le véritable jackpot arrive quand l'info se répand que cette drogue de synthèse serait de la 3-MMC. Alors immédiatement, les journalistes mainstream s'en délectent. Ils convoquent avec ça tout l'imaginaire des soirées chemsex débridées, Pierre Palmade et les insinuations à peine voilées qui vont avec sur la vie privée supposée de Rima Hassan. Le cocktail racisme-misogynie a eu beaucoup de succès. La fameuse 3-MMC, qui est en fait une amphétamine. Une drogue de synthèse proche des amphétamines. Là, c'est une drogue dure, on ne parle pas de cannabis, qui peut être consommée de manière festive. C'est de la 3-MMC, vous savez, c'est ce qu'on appelle la cocaïne du pauvre. L'une des drogues, en ce moment, hélas, avec la cocaïne la plus consommée à Paris. On en avait entendu parler au moment de l'affaire Palmade. C'est aussi Je vous ai aidé sur ça. Pierre Palmade, c'est ce qu'avait utilisé Pierre Palmade avant son accident. C'est la deuxième fois. J'espère qu'elle n'est pas venue en voiture. Voilà, pour la drogue des soirées chemsex. 2 grammes, c'est conséquent, ça fait plusieurs dizaines de doses. Alors vous l'avez compris, tous les médias se mettent évidemment à courir derrière l'affaire, mais il y en a un qui sprinte devant le peloton, et c'est le Parisien. À peine Rima Hassan était en garde à vue, vers 12h30, que le quotidien nous révélait ses moindres faits et gestes. C'est d'ailleurs à 13h que l'info de la drogue tombe, et puis ça dure comme ça toute la journée, jusqu'à la sortie de garde à vue. On comprend évidemment très vite qu'il y a une taupe à l'intérieur du commissariat qui balance les infos, confidentielles par ailleurs, à tour de bras, et visiblement un petit peu orienté. À chaque pseudo-révélation du Parisien, c'est l'ensemble des médias qui reprend en chorale derrière, tout le monde suit. Même l'AFP se met dans la danse vers 16h en s'appuyant lui aussi sur une source proche du dossier. Voilà, pour bien faire monter la mayonnaise, on invite tous les politiques à s'exprimer sur ces révélations. Et eux aussi s'en font un plaisir, une occasion en or de vomir sur LFI et sur la cause palestinienne en même temps. Quelle aubaine! Alors, le compte officiel des Républicains, sur X, a carrément posté « From the river to the shit » en caricaturant le célèbre slogan pro-pal « From the river to the sea ». On voit le niveau. Pendant toute la journée, c'est un peu comme ça, un café du commerce sur les plateaux. Tout le monde commente des infos foireuses, orientées et instrumentalisées, vraisemblablement pour nuire à la députée insoumise. Tout ça, c'est évidemment ce qu'on appelle du journalisme de préfecture. Et laissez-moi vous raconter comment ça marche, parce que je connais un peu. Alors tous les jours, voire plusieurs fois par jour, ça dépend des endroits, la presse locale fait le tour des popotes. Petit coup de fil aux pompiers pour savoir ce qui s'est passé sur la voie publique, s'il y a eu, je ne sais pas, des accidents importants, un incendie, autre chose. Et puis on questionne aussi la police et la gendarmerie de la même façon. Alors moi j'ai souvent fait ça dans des petits patelins pour des canards locaux. Et souvent, ça donne un truc du genre... Allô? Ouais, je viens aux nouvelles. Rien à signaler? C'est rien passé? Ouais, ok. À demain. Et c'est tout. Voilà. Et parfois, une rédaction revient évidemment les mains vides, comme c'était souvent le cas. Et puis le lendemain, elle découvre qu'un gros fait divers fait la une chez le journal concurrent. C'est comme ça qu'on se rend compte qu'on n'a pas les faveurs du grand chef. Parfois, un article a pu déplaire et la sanction facile, c'est de couper le robinet d'infos en représailles. Ou sinon, c'est juste une histoire de personnes, ça arrive aussi. Mais en tout cas, on se rend vite compte que l'information, c'est le pouvoir. Et les sources officielles le savent très bien. Il y a un autre point à avoir en tête, c'est que les faits divers, ça fait vendre. Et les médias en ont donc besoin. Alors les journalistes doivent évidemment charbonner
s'informer, pour se mettre bien avec leurs sources. L'objectif final, c'est évidemment de jamais rien louper parce qu'on reçoit toujours le petit texto qui va bien à la minute même où il se passe quelque chose d'important sur notre territoire. L'objectif final, c'est évidemment de jamais rien louper pour un journaliste parce qu'on reçoit toujours le petit texto qui va bien à la minute même où il se passe quelque chose d'important sur le territoire. C'est comme ça que ça marche aussi, la fabrique de l'information. Et ça aide pas vraiment à l'indépendance ni à garder l'esprit critique. Le problème, c'est qu'à force de travailler avec les mêmes interlocuteurs, les mêmes sources, on finit par confondre parfois habitude et rigueur. On décroche le téléphone, ça répond, on publie ce qu'on vient de nous dire et puis on oublie de passer par la case vérification. On se dit plus que la source peut avoir une idée derrière la tête, un intérêt à défendre. Et c'est comme ça que dans tous les cas de violence policière, par exemple, on se retrouve d'abord dans les colonnes des journaux avec la version des forces de l'ordre qui vise généralement à les blanchir. Et souvent, cette version, elle vole en éclats, mais après plusieurs jours, quand les journalistes arpentent le terrain, qu'ils parlent aux témoins, aux habitants, et que les sources se croisent enfin, c'est précisément ça, le travail journalistique. C'est là qu'il prend tout son sens, celui qui consiste évidemment à vérifier, recouper, prendre du recul, une exigence de base qui devrait être systématique, mais dans les faits, elle est souvent mise de côté, coincée entre la course à l'info et la tentation du buzz, évidemment. À cette mécanique du journalisme de préfecture s'ajoutent évidemment des biais personnels des journalistes qui sont des humains comme les autres, avec des opinions, des croyances, etc. On ne dira jamais assez que la neutralité journalistique n'existe pas, même si elle est très rassurante pour certains qui adorent se rouler dedans, alors que ce qui compte vraiment, au final, c'est justement de toujours se raccrocher à la déontologie et aux bonnes pratiques, recueillir, vérifier, croiser, contredire, encore et toujours. C'est répétitif, mais ça marche bien. Et pour en venir au cas de Rima Hassan, on peut se dire, sans trop trembler, que le journaliste s'est fait rouler par sa source policière, mais le problème, c'est de ne pas avoir pris le recul nécessaire sur ces informations. Et en l'occurrence, il aurait mieux fait, puisqu'aussi alléchantes fussent-elles ces révélations, tout était faux, ou du moins largement monté en épingle. 6 jours après la garde à vue de l'eurodéputée, le parquet de Paris a annoncé qu'elle était simplement en possession de CBD, une substance parfaitement légale. Et il a classé l'enquête, évidemment. L'affaire a fait pchit, complètement, mais comme souvent, le démenti a été beaucoup plus discret que l'accusation malhonnête. Le récit initial s'est imposé vite et fort, tandis que sa correction est arrivée, elle, bien plus tard, à bas bruit. Alors attention à ne pas confondre volume et vérité. Ce n'est pas parce qu'une version crie plus fort qu'elle est forcément la bonne. Et on fait une petite pause avant de continuer avec le reste de l'actualité. Si vous aimez le récap et que vous avez envie qu'on discute ensemble, de connaître les coulisses de l'émission ou même de choisir et de proposer des sujets, je vous attends sur le canal de discussion Instagram. Le lien pour le rejoindre est dans la barre d'infos. D'ailleurs, vous le savez, sans vous, pas de récap, mais pas de médias non plus. Depuis plus de 8 ans, notre chaîne télé tient bon en indé dans un paysage audiovisuel toujours plus concentré et réactionnaire. Chaque jour, nos plus de 25 travailleurs et travailleuses mènent la bataille de l'info. Mais pour continuer, nous avons besoin de vous. Notre antenne, notre histoire, c'est vous qui la faites vivre. Alors aidez-nous à continuer. Abonnez-vous aux médias ou faites un don défiscalisé. Toutes les infos sont évidemment sur notre site internet. Et vous le savez, depuis quelques jours, en plus de Free, Molotov, YouTube et notre site, vous pouvez retrouver tous nos programmes sur la télé d'Orange, canal 235. On vous en parlait la semaine dernière, le projet de loi sûr lancé par Gérald Darmanin passe au Sénat dès ce lundi. Des avocats et magistrats de toute la France ont donc appelé à une journée justice morte pour alerter sur la mise en place d'une justice au rabais. Près de 130 des 164 barreaux étaient donc en grève. Mes collègues Romain Madoud et Andrei Manivit ont suivi la mobilisation parisienne du jour. On écoute Judith Allenbach, la présidente du syndicat de la magistrature, à
leur micro. On se mobilise pour ce projet de loi parce que le plaidé coupable et la réforme des cours criminelles départementales revient in fine à détruire en grande partie le métier de juge. Je m'explique. Le plaidé coupable, c'est une procédure de couloir, de coulisses, une négociation, une transaction entre un ou une procureure et un avocat de la défense. Alors certes avec un accord facial du mise en examen de l'accusé en l'occurrence et de la partie civile, mais en réalité toute la négociation sur la peine et tout le processus de compréhension de l'épaisseur, de la gravité d'un passage à l'acte, des conséquences pour la victime, etc. Tout ça est passé sous silence par la suppression de l'audience, par la suppression du procès, qui sont donc un espace d'expression publique où évidemment les parties viennent s'exprimer pour éclairer et aider la justice à prendre la meilleure décision, mais aussi qui permet au public, aux journalistes, d'informer les citoyens et les citoyennes sur qu'est-ce que c'est qu'un passage à l'acte criminel, comment il est jugé, comment il est appréhendé. Par exemple, nous n'aurions jamais eu les avancées que nous avons connues ces 10 dernières années sur le traitement judiciaire des violences sexistes et sexuelles si les procès pour viol n'étaient pas publics et si la société n'avait pas pu rentrer voir ce qu'il se passe à l'intérieur de la justice pour essayer de faire évoluer les choses. Donc voilà, il y a aussi une dimension citoyenne. Gérald Darmanin, quant à lui, défend sa loi en mettant en avant la nécessité d'accélérer les procédures. Maître Margot Faure, avocate au barreau de Paris, n'est-elle pas du tout du même avis que le ministre de la Justice ? On est en train de vouloir augmenter la rapidité des procès au détriment de la qualité. Ce qu'il faut augmenter aujourd'hui, c'est les moyens de la justice, c'est augmenter le nombre de magistrats, c'est augmenter le nombre de greffiers. C'est pas accélérer la procédure au détriment de la qualité de celle-ci. Et on vous reparlera évidemment plus en détail de cette loi dans notre prochain journal des luttes. Restez branchés. Ce matin, des dizaines de militants réunis dans la coalition Guerre à la guerre ont bloqué le site de Thales à Gennevilliers pour dénoncer la complicité de l'entreprise avec Israël dans le génocide en Palestine. Les collectifs en soutien à la Palestine, au Liban, au Congo et des syndicats ont bloqué l'entreprise d'armement pendant 1 heure environ avant de quitter les lieux pour éviter la répression de la police. Ma collègue Lisa Lapp était sur place et elle a pu échanger avec Céleste, porte-parole de Guerre à la guerre, sur les revendications. Alors on s'est tous posé la question de comment on pouvait appuyer depuis la terre l'action des flottilles internationales qui se sont élancées pour briser le blocus à Gaza, parce qu'on l'oublie, mais le génocide est toujours en cours malgré les annonces de l'arrêt potentiellement des ventes d'armes. Donc on est venu devant le siège de Thales pour exiger l'arrêt de toute collaboration commerciale, politique entre Israël et la France. Et Thales incarne la complicité de l'État français puisque l'État français est actionnaire majoritaire. Donc nous on demande à Thales d'arrêter de fournir des composants indispensables au fonctionnement des drones israéliens et d'arrêter de produire des technologies qui vont faire la guerre et réprimer les peuples à travers le monde. On n'est pas seulement venu dénoncer ou enrayer cette machine et cette chaîne de production des technologies de guerre, on est aussi venu rendre hommage justement aux personnes qui ont été tuées ou qui ont été traumatisées par les technologies qui sont produites sur ce site. Donc voilà, c'était important pour nous de dénoncer, d'avoir une prise concrète sur cette chaîne de production, mais aussi de rendre hommage aux martyrs palestiniens. La coalition Guerre à la guerre, en appelant à cibler Thales, n'appelle pas à cibler les travailleurs. On défend la lutte des classes et on sait très bien que les travailleurs n'ont pas choisi. Il y a beaucoup de travailleurs qui dénoncent aussi l'agissement et le choix des actionnaires et de leurs patrons. Donc effectivement, nous on essaie de créer du lien avec ces travailleurs-là et idéalement, on voudrait que l'entreprise puisse investir dans d'autres domaines, dans d'autres secteurs qui sont beaucoup plus importants pour la société. Cette action, elle s'inscrit dans une plus grosse campagne Guerre à la guerre menée par une coalition d'associations et de collectifs visant à désarmer le militarisme. On termine avec l'actualité internationale. En Hongrie, le leader de centre-droit, Péter Magyar, remporte une super majorité face à l'ancien Premier ministre Viktor Orban, qui reconnaît sa défaite après 16 ans au pouvoir. Selon un décompte quasi définitif, le parti TISA a remporté 138 sièges sur 199 au Parlement contre 55 pour le Fidesz du Premier ministre nationaliste sortant.
Au pouvoir depuis 2010, Orban incarnait un modèle politique pour le Rassemblement national et toute l'extrême droite européenne. Leur proximité dépasse les symboles, soutien affiché, rencontres régulières, aide financière directe et indirecte, avec un prêt notamment de plus de 10 millions d'euros obtenu par Marine Le Pen auprès d'une banque hongroise, et même un message public « Je suis Marine » après sa condamnation dans l'affaire des assistants parlementaires. Ce lundi, la figure du Rassemblement national a salué un dirigeant, je cite, qui a durant 16 ans défendu avec courage et détermination la liberté et la souveraineté de la Hongrie, tout en dénonçant, je cite encore, la satisfaction de la Commission européenne. Marine Le Pen vise ici Ursula von der Leyen, qui s'est félicitée au contraire que la Hongrie ait choisi l'Europe dans les urnes. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou par email si vous nous regardez à la télé. Pour nous soutenir, abonnez-vous aux médias, faites un don défiscalisable sur notre site internet. Vous pouvez aussi, et ça ne coûte rien, parler de nous autour de vous, nous suivre et nous partager sur les réseaux sociaux. Pour retrouver l'ensemble de nos programmes, rendez-vous sur Free, canal 165, sur Orange, canal 235, mais aussi sur Molotov, sur notre site, ainsi que sur nos 2 chaînes YouTube, Le Média et Le Média 24/7. Très bonne soirée sur Le Média.